Nous allons écouter la dernière salve d'intervention. Après, nous poserons des questions, enfin nous discuterons ensemble sur les 5 interventions qui auront fait l'objet des deuxième et troisième séances. Alors, je vais aussi, alors c'est pas simplement rituel, je vais également vous féliciter à tous pour l'organisation de cette journée. Je pense que c'est une très très bonne idée, une excellente initiative. Vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut vous fédérer et qui aussi vous met en quelque sorte dans l'ambiance des colloques. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudra renouveler. Alors, je ne vais pas faire de grands discours sur les 3 interventions. Je vais me contenter de les annoncer. Après, effectivement, je me permettrai certainement de faire un certain nombre de remarques. Le survivant désigné. Un excès de l'ordre de succession présidentielle américain. Alors, quand même, donc c'est une série américaine, c'est ça? Designated Survivor, qui vous a inspiré. Alors, je vous indique quand même que vous auriez pu être inspiré par... Vous êtes allé chercher une cochonnerie yankee encore, par un thème, parce que ce thème, je m'en aperçois, a été traité, je crois, dans les années 50. Et la littérature... Ah non, je pense à Boris Vian. Oui. La Java des bombes atomiques, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Enfin, c'est un inventeur qui est un peu loufoque, qui arrive à mettre dans son garage, qui arrive à inventer dans son garage une bombe atomique, mais elle a un problème. Elle n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il invite tous les grands chefs d'État, et puis il fait exploser la bombe. Voilà. Donc, il se débarrasse comme ça de l'ensemble des chefs d'État de la planète qui pouvaient être dangereux. Et donc, on le traîne au tribunal. Je pense que la leçon va être un petit peu différente de celle que vous allez évoquer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, monsieur, c'est un hasard. On traîne au tribunal, il dit, monsieur, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien conscient, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. Et donc, à la fin, on le condamne, on l'amnistie, et il est élu chef du gouvernement. Donc, vous voyez, à mon avis, c'est une méthode de désignation qui est très très différente de celle que vous allez décrire. Voilà, alors je vous écoute, nous vous écoutons avec grande impatience. Merci Monsieur le Président. Je tenais, après avoir été remercié par l'ensemble de mes collègues, à les remercier également d'avoir répondu favorablement à notre appel à contribution. Et je commencerai ma contribution par une citation. Je ne suis pas le président pour qui, ni vous, ni le pays, n'avez voté. Mais je veux croire que nous voulons tous la même chose. Reconstruire le Capitole, reconstruire le Sénat, reconstruire notre pays. Ces mots, ce sont les premiers qu'adresse Tom Kirkman à la nation dans le premier épisode de la série Designated Survivor, alors qu'il vient d'accéder à la fonction suprême de l'État dans des circonstances tragiques. À l'écran, le terrible scénario se met en place dès les premières minutes de la série, alors que le Capitole est encore en feu, victime d'un attentat terroriste, durant le discours annuel sur l'état de l'Union. Tom Kirkman, alors secrétaire au logement, accède par accident à la fonction présidentielle, conformément à une pratique qui, semble-t-il, s'est développée sur le fondement de la loi sur la succession présidentielle de 1947. En effet, pour s'assurer que lorsque sont réunis au même moment, au même endroit, tous les successeurs potentiels du président des États-Unis, l'habitude informelle et secrète a été prise pendant la guerre froide, alors que les États-Unis craignaient justement que l'Union soviétique n'anéantisse le gouvernement à cette occasion, de désigner un membre du cabinet présidentiel pour le mettre en lieu sûr et assurer la présidence dans l'hypothèse où un événement tragique viendrait à les empêcher tous. Mise en lumière en 2016 par la série éponyme Designated Survivor, cette pratique est longtemps restée une pratique obscure. Jusqu'à peu, le seul document y faisant référence était une liste publiée sur le site internet du secrétariat historique du Sénat américain, recensant l'ensemble des membres depuis 1984 du cabinet présidentiel qui n'avaient pas assisté justement au discours annuel sur l'état de l'Union. Récemment, cette pratique, grâce à la série mais également à l'actualité politique américaine, a fait l'objet d'une médiatisation sans précédent, notamment à l'occasion de l'investiture du président Donald Trump.
La chaîne CNN, le 18 janvier 2017, lui a même consacré un reportage mettant en lumière le flou de cette pratique, mais nous offrant également le témoignage d'un survivant désigné en 1997 par Bill Clinton à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union. Dan Klickman, puisque c'est son nom, alors secrétaire d'État à l'agriculture, il raconte comment il a quitté Washington pour aller à l'appartement de sa fille à Manhattan, entouré d'un médecin, d'un militaire disposant des codes nucléaires et des services secrets, pour être mis à l'abri au cas où un événement tragique arriverait. Il y souligne par ailleurs l'ironie de la situation, puisqu'après avoir été potentiellement l'homme le plus puissant du monde pendant quelques heures, il s'est retrouvé, une fois le discours sur l'état de l'Union terminé et les services secrets repartis, à héler un taxi sous la pluie pour rentrer chez lui. Si communément l'excès se définit comme le dépassement de la mesure, nul doute que cette pratique constitutionnelle américaine obscure semble a priori excessive au regard tant de l'histoire constitutionnelle américaine que du droit comparé. Mais dans un contexte politique renouvelé, où la réalité pourrait un jour dépasser la fiction, ne se trouve-t-elle pas de facto légitimée et ne devrait-elle pas, in fine, nous inspirer? Concernant tout d'abord le caractère excessif de cette pratique constitutionnelle que l'on pourrait qualifier de convention de la Constitution, il faut souligner que celui-ci ne peut s'apprécier qu'à la lumière du corpus de règles constitutionnelles et législatives qui entoure l'ordre de succession présidentielle aux États-Unis. Ce corpus de règles, lui-même caractérisé par un excès de prévisibilité et dont la pratique du survivant désigné ne constitue in fine que l'apogée. Au niveau constitutionnel, tout d'abord, ce ne sont pas moins de 3 textes qui s'intéressent à cette question. L'article 2 de la Constitution de 1787 qui prévoit qu'en cas d'incapacité du président des États-Unis à assurer la fonction présidentielle, c'est, vous le savez, le vice-président qui en assume la charge. Ensuite, le 20e amendement règle la question du décès du président élu avant son entrée en fonction. Enfin, le 25e amendement vient régler la question, quant à lui, de la vacance du poste de vice-président. À cet arsenal constitutionnel s'est ajoutée une loi sur la succession présidentielle de 1947 qui prévoit en outre que si le président et le vice-président des États-Unis sont simultanément dans l'incapacité d'exercer la fonction présidentielle, c'est le speaker de la Chambre des représentants qui achève le mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci. À défaut, c'est le président pro tempore du Sénat qui apparaît comme le suivant sur la ligne de succession. Enfin, hypothèse extrême prévue par les textes, si toutes ces personnalités sont simultanément empêchées, cette charge reviendrait alors à l'un des 15 membres du cabinet présidentiel mentionnés par la loi par ordre d'apparition historique des différents départements dont ils ont la charge. C'est sur le fondement de ce corpus de règles constitutionnelles et législatives qu'est née la pratique du survivant désigné. Initialement, à l'occasion du discours sur l'état de l'Union, puis progressivement qui s'est étendu à toutes les occasions où toutes ces personnalités sont réunies au même moment, au même endroit. On pense, je l'ai dit déjà, à la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis, mais également aux discours que ces présidents peuvent adresser devant le Congrès. Pourtant, force est de constater qu'au regard de l'histoire constitutionnelle américaine, les textes sur le fondement desquels s'est développée la pratique du survivant désigné semblent véritablement être caractérisés par un excès de prévisibilité. Pourquoi? Aux États-Unis, l'ordre de succession présidentielle a été activé 11 fois, mais jamais au-delà du vice-président. Pour ne citer que 2 exemples, on pourra citer la première activation de cet ordre de succession présidentielle en 1841, quand le 9e président des États-Unis est décédé d'une pneumonie 1 mois après son investiture et que c'est le vice-président John Tyler qui lui a succédé et a assumé l'ensemble des fonctions présidentielles jusqu'à la fin du mandat. Plus récemment, on pense à Ford qui, en 1974, a succédé à Nixon après sa démission. Mais en dehors de ces hypothèses, de ces 11 hypothèses dont je n'ai cité que 2 exemples, les États-Unis ne se sont jamais retrouvés simultanément sans président ni vice-président. Si bien que d'un point de vue historique, le degré de prévisibilité des règles relatives à la succession présidentielle américaine et a fortiori la pratique du survivant désigné peuvent être qualifiés d'excessives. Cet excès du champ d'application de l'ordre de succession présidentielle américain apparaît également singulier au regard du droit comparé. Si l'on ne devait prendre que l'exemple de la France,
Exemple qui nous est le plus familier, on pourrait noter que sous la Ve République, c'est uniquement l'article 7 qui règle la question de l'intérim présidentiel. Il prévoit qu'en cas d'empêchement définitif du président de la République, puisque c'est l'hypothèse qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont le président du Sénat ou à défaut le gouvernement qui exerce provisoirement la fonction présidentielle le temps qu'une nouvelle élection soit organisée. À titre de comparaison, c'est la même logique qui préside un certain nombre de constitutions européennes, à savoir la désignation d'une, voire deux personnalités ou organes constitutionnels pour assumer l'intérim de la fonction présidentielle le temps d'organiser une nouvelle élection. C'est le cas de la loi constitutionnelle de la République d'Autriche, de la Constitution italienne ou encore de la Constitution portugaise. Force est de constater qu'aucun de ces textes ne fait preuve d'autant de prévisibilité que l'ordre de succession présidentielle américain, qui prévoit pas moins de 18 personnalités potentiellement capables de devenir président des États-Unis, suivant les circonstances. En outre, la pratique consistant à désigner l'une des personnalités de l'ordre de succession pour le mettre en lieu sûr dans l'hypothèse où un événement tragique se produirait ne semble pas non plus avoir traversé l'Atlantique. Cet excès de la pratique constitutionnelle américaine apparaît donc bien singulier au regard du droit comparé. Il l'est d'autant plus si l'on interroge la légitimité de ce survivant désigné pour devenir président des États-Unis et assumer la fonction présidentielle jusqu'à la fin du mandat. Dans la série, Tom Kirkman est rapidement confronté à cette question de légitimité. D'abord, au regard de ses collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été élu. Et surtout, la série nous apprend rapidement, grâce à des flashbacks, que quelques heures avant le discours sur l'état de l'Union, le président alors en fonction avait décidé de limoger son secrétaire d'État à l'issue du discours sur l'état de l'Union. Deuxième problème de légitimité, au regard du peuple qui ne connaît pas ce secrétaire d'État, un secrétaire d'État ancien universitaire, urbaniste, qui n'a jamais été élu et qui est inconnu de tous. Enfin, dernier problème de légitimité soulevé par la série au regard des gouverneurs des États fédérés. En effet, un des gouverneurs spécifiquement, le gouverneur du Michigan dans la série, remet en cause la légitimité du survivant désigné, devenu président des États-Unis, et fait naître une crise institutionnelle sans précédent qui oblige le nouveau président à fédéraliser la garde nationale du Michigan pour empêcher l'extension des troubles attisés par le gouverneur dans son État. Il n'en demeure pas moins que cette pratique, a priori excessive, tant, on l'a vu, au regard de l'histoire constitutionnelle que du droit comparé, se trouve aujourd'hui légitimée dans un contexte politique marqué par l'omniprésence de la menace terroriste. Les États-Unis en ont une conscience aiguë depuis les attentats du 11 septembre 2001, des événements dramatiques qui ont conduit à un renforcement de la pratique du survivant désigné. En effet, depuis 2005, le président des États-Unis n'est plus le seul à choisir un survivant désigné. Le Congrès des États-Unis choisit également en son sein des survivants désignés aux mêmes occasions. Dans la série Designated Survivor, c'est la députée Kimball Uchtreiten, députée du Parti républicain, qui incarne cette figure. Mais l'actualité récente a également mis en lumière la désignation d'Orrin Hatch, président pro tempore du Sénat, à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Le développement de cette pratique n'est pas sans incidence, dans la mesure où, si le survivant désigné par le corps législatif est le speaker de la Chambre des représentants ou le président pro tempore du Sénat, c'est lui qui deviendrait alors président des États-Unis plutôt que le membre du cabinet présidentiel désigné par le président des États-Unis. Pourquoi cette solution semble en effet plus légitime dans la mesure où, dans l'ordre de succession présidentielle prévu par les textes, ces deux personnalités sont au-dessus, apparaissent avant n'importe lequel des membres du cabinet présidentiel. Cette règle est d'autant plus importante dans le cadre de la cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis, comme l'a mis en lumière le reportage de la CNN du 18 janvier dernier que j'ai évoqué précédemment. En effet, à ce moment précis, c'est encore le cabinet de l'ancien président qui est en fonction. Et c'est donc le président sortant qui désigne son survivant désigné au sein de son cabinet. Le 20 janvier dernier, c'est donc Barack Obama qui a désigné son secrétaire à la sécurité intérieure comme survivant désigné. Or, que serait-il advenu si, à cette occasion, le Capitole avait été détruit
et l'ensemble des personnalités de l'ordre de succession présidentielle empêchées? Est-ce ce membre de l'administration démocrate d'Obama qui aurait été amené à devenir président des États-Unis, alors même que l'élection du 8 novembre 2016 a désigné le républicain Donald Trump comme 45e président des États-Unis? En l'absence de précédent, il semble qu'il faille répondre de façon affirmative à cette question. À moins que le corps législatif n'ait de son côté désigné le speaker de la Chambre des représentants ou le président pro tempore du Sénat comme survivant désigné, auquel cas ce sont ces personnalités qui seront amenées à devenir président des États-Unis. Donald Trump n'a du coup pas hésité à intervenir directement pour que ce soit le président pro tempore du Sénat qui soit désigné survivant désigné à l'occasion de son investiture. Cette information a été révélée par l'intéressé postérieurement à l'événement, affirmant que s'il aurait aimé prendre part aux festivités, il était honoré d'avoir exercé son devoir constitutionnel pour assurer, si besoin, la continuité du gouvernement. Mais récemment renforcée aux États-Unis, cette pratique ne mériterait-elle pas aujourd'hui d'être également transposée en France? La question est légitime dans la mesure où la France vit aujourd'hui également sous la menace terroriste. De plus, la loi constitutionnelle du 28 juillet 2008 a modifié l'article 18 de la Constitution pour permettre au président de prendre la parole devant le Congrès réuni à cet effet à Versailles. Cette révision constitutionnelle, crée les conditions pour qu'à l'instar du discours sur l'état de l'Union aux États-Unis, tous les membres de l'ordre de succession présidentielle se trouvent réunis au même moment, au même endroit. Cette possibilité, qui traduit un profond changement de notre tradition républicaine, a été utilisée la première fois en 2009 par le président Nicolas Sarkozy et plus récemment par l'actuel président de la République, François Hollande, qui s'est rendu au Congrès pour y faire une déclaration suite aux attentats qui ont touché Paris le 13 novembre 2015. À ces deux occasions étaient bien réunis l'ensemble des membres, des personnalités de l'ordre de succession présidentielle, à savoir le président de la République, le président du Sénat et l'ensemble des membres du gouvernement. Or, notre propre ordre de succession présidentielle n'envisage pas l'hypothèse d'un empêchement simultané de ces personnalités. En outre, une telle habitude ne semble pas avoir été prise, à l'instar du survivant désigné aux États-Unis, pour évincer une de ces personnalités dans de telles occasions. Dès lors, qui aurait eu la charge d'assurer la fonction présidentielle si un attentat avait frappé le Congrès réuni à Versailles le 16 novembre 2015? Nul ne peut aujourd'hui le dire. Certes, en France, ces événements sont encore exceptionnels et limités à des périodes de crise, en comparaison avec les États-Unis, où le discours sur l'état de l'Union est annuel et les cérémonies d'investiture tous les 4 ans. Mais le risque n'en est pas moins important, d'autant plus que ces occasions pourraient être amenées à se multiplier. En effet, aujourd'hui, la Commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale examine un projet de loi constitutionnelle visant à ajouter un 4e alinéa à l'article 18 de la Constitution pour prévoir qu'annuellement, le président de la République, devant son gouvernement et l'ensemble des parlementaires, présente en janvier son programme, les objectifs de sa politique et les différents moyens qu'il compte mettre en œuvre pour y arriver. Dès lors, l'excès de prévisibilité qui semble caractériser la pratique du survivant désigné aux États-Unis, tant au regard de l'histoire constitutionnelle que du droit comparé, devrait lui aussi nous inspirer. Loin de s'analyser comme un vice, contrairement à la formule du philosophe Sénèque que vous trouverez sur l'affiche, l'excès que caractérise a priori la pratique du survivant désigné apparaît ici comme une garantie qui pourrait s'avérer salutaire pour la continuité des institutions si la réalité venait un jour à dépasser la fiction. Je vous remercie pour votre attention. Donc merci beaucoup pour votre intervention. Je pense qu'elle suscitera, j'en partage d'ailleurs les conclusions, hein. Je pense qu'elle suscitera un certain nombre d'interrogations et de remarques. Je pense qu'on va écouter les interventions et puis je parlerai à la fin.